Bonjour à tous, toutes et à tous. Nous allons explorer ensemble comment les jumelages entre villes peuvent être bien plus que des symboles, comme quoi ce sont des leviers concrets d'engagement citoyen et de renouveau démocratique. Ce webinaire s'adresse à vous et qui souhaitez penser ou repenser les formes d'engagement démocratique à l'échelle locale, binationale ou européenne. Un élément de contexte, c'est vrai que dans un contexte de défiance croissante envers les institutions, de repli identitaire, de désengagement politique et de montée des extrêmes qui mettent à mal l'état de droit, il est essentiel de questionner comment les jumelages contribuent et peuvent revivifier la démocratie locale, binationale et européenne. En fait, c'est devenu, comme vous l'avez vu sûrement, comme le Fonds citoyen a bien insisté sur son site, que c'est devenu un axe prioritaire du Fonds citoyen qui propose en fait des axes de travail pour mettre en place des projets sur le thème de la démocratie. L'objectif est en fait de montrer que ces échanges entre comités de jumelage ne sont pas que cérémoniaux, mais des espaces de dialogue, d'innovation sociale et de transformation démocratique. Je me présente. Moi, c'est Morgane Cresméas. J'ai 49 ans, je suis déléguée Europe et Relations internationales à la Ligue de l'enseignement 22 depuis presque 20 ans. Je travaille sur des projets en lien avec l'Europe et l'international, sur des projets citoyens essentiellement avec la jeunesse. Je suis référente en fait du régional Bretagne et Pays de la Loire pour le Fonds citoyen. Et à titre personnel, j'ai aussi des engagements politiques à la ville de Saint-Brieuc et à sa communauté d'agglomération. Voilà pour ma présentation, pour ceux qui ne me connaissaient pas. Alors, la Ligue de l'enseignement, c'est une fédération départementale, d'une vingtaine de salariés, 24 en fait, voilà, et un réseau de plus de 200 associations. On fédère un réseau de 200 associations, donc des scolaires, des associations sportives, culturelles, multisectorielles. Voilà, donc c'est une grosse association. On intervient dans différents domaines. Ça peut être l'action éducative, l'organisation de manifestations sportives avec les enfants. Ça peut être aussi le travail sur les thèmes de l'environnement avec les classes de découverte. Ça peut être vraiment différents types de projets qui intéressent un public très varié. J'ai une autre mission qui est de soutien, de mise en réseau et de conseil pour le Fonds citoyen sur la région Bretagne et Pays de la Loire. Et là, bien entendu, ce soutien-là, je le fais aussi en direction des comités de jumelage ou des collectivités voilà, qui montent des projets dans le domaine du franco-allemand. Je monte également des projets franco-allemands au sein de la structure par le biais de chantiers de jeunes ou de projets Erasmus+, éventuellement et évidemment aussi sur des questions liées à la démocratie et aux différentes sensibilisations, questions européennes. Alors la Ligue de l'enseignement, voilà, c'est un bâtiment. J'ai eu du mal à trouver, il y a des milliers de photos, mais voilà, là c'est le bâtiment où nous nous trouvons dans les Côtes-d'Armor, à Saint-Brieuc.
Pour savoir qui on est, ben, vous pourrez cliquer en fait pour avoir plus d'informations sur la Ligue. Et puis, il y a un petit film aussi sur la Ligue de l'enseignement en général et son action auprès de la société, dans ce petit film, qui résume un peu l'ensemble des activités de la Ligue de l'enseignement, du réseau national de la Ligue de l'enseignement. En fait, ce qu'il faut aussi que je vous rappelle, c'est qu'en fait, notre approche, elle est, celle de l'éducation populaire et c'est aussi pour ça que, on a sûrement pensé à moi pour travailler et vous faire travailler, qu'on travaille ensemble sur la question de la démocratie. C'est parce que, notre approche, en fait, c'est de faire que les citoyens soient le plus éclairés et en capacité de débattre, de proposer, de s'engager, dans la société et ça, c'est une mission première, en fait, de la Ligue de l'enseignement. Alors, le déroulé de l'atelier, en fait, c'est de voir ensemble, ben, la question de la démocratie vivante, qu'est-ce que c'est? La démocratie, voir comment, les associations y contribuent, comme vous pouvez y contribuer. Identifier peut-être, les menaces actuelles, dans la société d'aujourd'hui. Peut-être aussi mettre en valeur le rôle, des jumelages et puis réfléchir à des pistes d'action concrètes ensemble. Alors pour revenir, sur la démocratie, bien sûr, je me suis appuyée sur la définition, qu'il y a, sur le site du Fonds citoyen, qui définit la démocratie, qui d'une manière très ouverte, qui n'est pas seulement en fait une forme de gouvernement, mais également l'implication, des citoyens responsables d'une société plurielle, qui s'impliquent dans les processus politiques, qui y participent et de cette façon la vivent. Donc ça, c'est très important aussi, dans le déroulé, je ne suis pas en fait une spécialiste de la démocratie, mais comme je travaille à la Ligue de l'enseignement, une association de loi 1901, complémentaire de l'école publique, c'est une association plus que centenaire et qui a contribué par les outils de l'éducation populaire à former les citoyens à mener à voter, car c'est bien entendu un préalable à la démocratie que de pouvoir compter sur une population formée et informée, pouvant se former un avis sur une information diversifiée, afin de pouvoir choisir ses représentants qui eux-mêmes devraient pouvoir en toute liberté et affranchis des pouvoirs économiques prendre les décisions qui s'imposent pour le bien de tous. Donc elle a été, à tous ses tout débuts, à la fin du XIXe siècle, attachée en fait au développement de l'école publique et obligatoire. En effet, dans l'ouvrage de des grands penseurs de la Ligue de l'enseignement, de Jean-Michel Duconte et Jean-Marc Roiran, la liberté de s'associer fut une conquête difficile. Les associations étaient toujours vues comme des pouvoirs pouvant mettre en péril le pouvoir en place. Euh, Créée par Jean Massé en 1866, la Ligue de l'enseignement constitue la première organisation d'éducation populaire dont la finalité première était de garantir la démocratie au moyen de l'éducation au suffrage universel. C'est bien le 1er juillet 1901 que Waldeck-Rousseau fait adopter au terme d'une longue bataille parlementaire la loi relative au contrat d'association, d'une portée considérable et qui garantit une grande liberté républicaine. Ainsi, tout citoyen, citoyenne dispose du droit de s'associer sans autorisation préalable. Ce qui est primordial, c'est en fait la liberté citoyenne. C'est le principe de base qui sera en fait constitutionnalisé en 71 et qui donne le statut de principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ensuite, les associations en France verront un recul
avec l'entrée en vigueur le 2 janvier 2021 du contrat d'engagement républicain, où on leur demandera de re-signer un engagement pour garantir qu'ils respectent bien les lois de la République et le rappel à la laïcité. Le problème étant des interprétations, le prosélytisme possible, et puis le fait de pouvoir ou non donner des subventions en fonction de la signature de ce contrat. Pour comparer cette histoire à celle de l'Allemagne, dans l'article Associations et fondations en France et en Allemagne, tradition et convergence, d'Edith Arcambault, Eckhard Priller et Annette Zimmer, en fait, ils examinent bien les similitudes et les différences dans la construction associative en France et en Allemagne. En France, la liberté d'association, elle est liée à la laïcité et a longtemps été soumise à un contrôle étatique avec une reconnaissance légale tardive des syndicats et associations à la fin du XIXe siècle. Pour eux, la loi de décentralisation de 1983 a stimulé la création d'associations conférant davantage de responsabilités aux collectivités locales. En revanche, l'Allemagne a intégré plutôt le modèle de l'État-providence, établissant un partenariat entre municipalités et associations dès la fin du XIXe siècle. Les associations allemandes collaborent directement avec les niveaux locaux et régionaux, tandis que les fédérations sectorielles discutent avec l'État fédéral. Ce modèle de néocorporatisme, qui implique une gouvernance en collaboration et des associations à divers niveaux, s'enracine dans une tradition historique marquant une différence significative entre les deux pays. Donc, ce que vous pouvez voir, en fait, à travers cet article, je vous ai mis le lien. Il y a toute une comparaison entre la naissance, en fait, des associations et la naissance de la démocratie dans les deux États, en montant bien sûr l'imbrication de ces deux choses. Maintenant, je vais vous demander de participer et d'intervenir pour imaginer, en fait, comme on a vu combien l'histoire a été importante pour le travail entre État, association et naissance de la démocratie, c'est d'imaginer un monde sans association et de lister les dangers qu'encourt le milieu associatif actuellement. Et peut-être le danger que vous voyez, vous, dans vos associations, qui pourrait mettre à mal la démocratie. Si on prend les conséquences, si on part du principe où la municipalité ou les communes ont un rôle quand même assez important, qui dit pas d'association, dit pas de commune, et au bout d'un moment, ben, il y aura plus rien. Mhm. C'est C'est un vrai. moyen pour aussi de pouvoir s'exprimer. Les associations ont un but, je pense aussi, de faire passer un certain message. Donc pas d'association, pas de message, pas de partage. Mhm. Pas de solidarité. Vérité. Ouais. Ça rassemble pas beaucoup de monde. Et puis pas de club sportif, donc pas de sport pour tous nos jeunes. Et puis voilà, pas de rencontres culturelles, enfin énormément. Ouais. Moins d'écologie, il y aura plus nos éleveurs d'abeilles, comme on disait. Ouais. Pas de culture. Pas de culture, ouais. Ouais. Ou moins de culture, ouais. Pas de chorale, pas de théâtre, c'est vrai. Ouais. En fait, c'est bête parce que les gens ne réfléchissent pas, mais sans association, la vie serait quand même très difficile, quoi. Ouais. Mhm. Vous avez aussi parlé des bénévoles et c'est un des éléments aussi importants, je pense aussi, parce qu'il y a cette dimension financière voilà, qui est importante dans la survie associative aussi. C'est ce que j'évoquerai par la suite. Il est très différent en Allemagne par rapport à la France. Mhm.
Il y a des associations qui dépendent fortement des subventions de la Voilà. mairie ou des organismes, et puis il y en a d'autres qui ont des activités telles qu'elles peuvent faire des spectacles et tout ça, et puis elles sont autosuffisantes, on va dire. Je pense qu'il y a des grandes différences entre les associations. Ouais. Mm. Mais le problème, et c'est pour ça qu'on se fait coacher, c'est toujours le personnel. Ouais. Les- la relève des bénévoles. Mm. Et des membres. Et des membres aussi. Mhm. Parce que qui dit association dit forcément un bureau, qui dit pas de bureau, plus d'association. Donc, Je sais pas si j'ai ouvert mon micro. Oui, oui, oui. Maintenant, oui. Je suis accompagné de deux collègues du comité de jumelage et on discutait un petit peu en écoutant Rachel. En fait, parfois, il faut quand même être solide pour être bénévole dans une association. Mhm. Parce qu'on n'a pas toujours les retours escomptés, quoi. Ok. Euh, faut être voilà. persévérant, mais après, voilà, ça dépend des objectifs qu'on se fixe, hein, des soutiens qu'on a, des conditions. Je pense que le plus gros souci, et ça a été un peu ce qui est ressorti aussi quand on s'est vu tous à Rouen, ça a été comment on assure ce qui a commencé, comment on assure la suite, en fait. Mhm. Que ce soit aussi bien financièrement euh, que au niveau du personnel et des membres. Mhm. Puis c'est À pas ta seulement question, comment assurer la suite, je pense que c'est aussi comment assurer le maintien. le maintien Qui, de voilà, qui dit l'association. maintien dit forcément une suite. Et entre associations, il y a beaucoup de communication entre vous, des associations locales, hein, ou des associations salariées avec des salariés ou... Oui, un peu, oui, quand même. Mhm. Il y Et, a, pardon. pardon, j'étais en train de réfléchir, je me disais aussi avec tous les réseaux sociaux maintenant, peut-être que certaines personnes éprouvent moins le besoin de se rencontrer dans les associations, tout au moins certaines personnes, parce que les rencontres physiques, bon, pour moi, sont primordiales, mais les gens communiquent aussi beaucoup par réseaux sociaux et peut-être sont-ils moins prêts à s'engager Mhm. physiquement. Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. peut-être. Euh, une petite remarque chez nous, il y a une quinzaine d'associations dans le village et honnêtement, c'est une quinzaine de personnes, toujours les mêmes, qui font Mm. tourner toutes les associations. Mm. Nous sommes tous dans les conseils d'administration les uns des autres. Donc, il y a les bénévoles, mais il y a, je dirais, les super bénévoles, les multiples récidivistes. C'est vrai. Je voulais réagir par rapport aux emplois dans les associations. Mhm. Je crois que le milieu associatif est un très gros employeur en France. Mm. Voilà, c'est ça. Je ne connais pas le Ouais. nombre exact, mais C'est là que aussi, c'est là que je voulais en venir aussi, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en France comme en Allemagne, en fait, la société s'est aussi structurée autour de ces associations. Et là, on va voir aussi dans mon déroulé, mais que les associations souffrent de la concurrence Mm. du milieu économique Mm. et que donc progressivement, en fait, la réponse aux appels d'offres, on demande aux associations de se structurer, de se professionnaliser. Oui. Et de ce fait-là, en fait, ben, ça crée une difficulté encore plus importante pour des bénévoles que de pouvoir avoir accès à ces marchés, en fait, parce que maintenant, ce sont des marchés, et que donc, petit à petit, les associations sont devenues de grosses structures, même
en Allemagne, il y a des grosses associations qui font fonctionner aussi beaucoup de pans de la société. Et c'est vrai que là, ils se trouvent en difficulté. Et donc, c'était pour montrer un peu, voilà, je vais reprendre un peu, mais comment les associations sont essentielles et que même si les comités de jumelage peuvent être plus petits, ils feront partie d'un ensemble et d'une certaine idée, en fait, de la société, de son pluralisme et de l'implication, d'en fait, des membres de la société, des citoyens, dans le fonctionnement général de la démocratie et qu'il n'y a pas de petit niveau en fait. Il y a différents niveaux, mais tout à chacun on contribue au dynamisme et en étant indépendant, autonome, en pouvant penser librement, on est des maillons forts en fait de la structuration démocratique et que ceci peut aussi être mis en danger dans certains États, certains pays. Voilà. Et donc, je pense que voilà, c'est aussi ça que de montrer ça, en fait, qui est essentiel. Et aussi de prendre conscience, en fait, de son rôle, qui n'est pas un rôle. Voilà, que vous avez un rôle essentiel dans le fonctionnement général. Et que c'est parce que vous êtes structuré, c'est parce que vous avez des liens les uns avec les autres, avec d'autres associations autour de vous, que vous montez des projets avec différentes structures, que c'est aussi essentiel pour la société dans son ensemble. Ok. Donc voilà, donc ce que je voulais ajouter, c'est euh, que les scientifiques en fait qui ont comparé les modèles associatifs français et allemands concluent que le noyau dur est préservé mais que dans les deux pays, la compétition entre associations et entreprises commerciales se renforce et que depuis le milieu des années 90 en Allemagne et 10 ans plus tard en France, donc dans les années 2000, les politiques sociales ont été marquées par le tournant néolibéral et la diffusion du public management. Donc ça a entraîné, comme je vous l'ai dit, la multiplication des appels d'offres à tous les niveaux et la compétition avec des fournisseurs de services sociaux, lucratifs ou publics. Et sous l'effet de la concurrence, en Allemagne, par exemple, les hôpitaux, les établissements résidentiels pour personnes âgées ou handicapées, les jardins d'enfants sont devenus des entreprises gérées plus efficacement et il n'y a pratiquement plus aucune différence entre les fournisseurs de services sociaux lucratifs, plus nombreux désormais, et les établissements non lucratifs traditionnels. Euh, En France, dans la vie du CESE, Communauté économique, sociale et environnementale de mai 2024, d'en renforcer le financement des associations, une urgence démocratique. Il est fait mention d'imaginer un monde sans associations pour comprendre en fait combien le rapport à l'économie, à la société et à la démocratie est considérable. Même si le rapport se concentre sur les moyens nécessaires sous forme de subventions, que les pouvoirs publics doivent pouvoir apporter aux associations pour leur donner des marges de manœuvre et leur permettre de remplir leur mission. La santé, l'action sociale, la culture, comme vous l'avez bien dit, l'éducation, l'environnement. C'est tout ça que les associations, elles assurent des pans entiers de services d'intérêt général, non marchands, auprès d'un large public et dans tous les territoires. C'est un véritable ciment sociétal. Donc en fait, pour pouvoir intervenir auprès de vous, je me suis documentée et je vais vous présenter les réflexions pour mieux comprendre la démocratie en fait dans ses différentes composantes et différents tourments. Des réflexions qui sont internationales, politiques, juridiques, et revenir sur les fondamentaux pour que nous puissions en fait réfléchir ensemble. En effet, alors que la force de la démocratie, la place des associations sont bien installées et que la liberté est au cœur de nos vies en France et en Allemagne, comment pourrait-on progressivement basculer?
comment pourrait-on progressivement, en fait, museler les voix discordantes d'avis minoritaires? Comment faire face aux dangers qui semblent être présents aujourd'hui avec la montée des extrêmes? Une presse parfois en péril du fait de la monopolisation entre les mains de grands patrons. Comment préserver la pluralité associative? Quelle place peuvent avoir les comités de jumelage dans le travail de construction ou de préservation de la démocratie? Donc de quoi parle-t-on quand on parle de démocratie? En fait, la démocratie, c'est un terme, c'est une question de droit. Qu'est-ce qu'on entend? Et c'est souvent donc la souveraineté du peuple, la souveraineté du peuple qui appartient, qu'il exerce par ses représentants par la voie du référendum pour la France. En Allemagne, on ajoute qu'elle émane du peuple, mais qu'il y a aussi qu'elle est exercée lors d'élections et de référendums, ainsi que peut-être des organes particuliers de la législation, du pouvoir exécutif et de la justice. Euh, En fait, on distingue souvent trois formes de démocratie. La démocratie représentative, comme celle-ci, puisque exercée par les représentants du peuple. On distingue également la démocratie directe, qui peut être ou par laquelle, en fait, qui est la forme la plus pure par laquelle les citoyens exercent directement le pouvoir sans l'intermédiaire de représentants. Ce qui peut être le cas parfois, qui peut être le cas en Suisse, ou des semi-directs avec à la fois des éléments de démocratie représentative et des éléments de démocratie directe, ou avec où on parle de démocratie plutôt participative, où on demande aux citoyens d'intervenir directement. Ah, excusez-moi. Euh, En fait, le dénominateur commun des démocraties, c'est l'existence d'institutions et de lois qui visent à protéger la population des dérives tyranniques ou dictatoriales que peut exercer une personne ou un groupe quelconque, y compris la majorité. La célèbre citation de Winston Churchill est la suivante et illustre le propos qui suit. La démocratie est le pire système de gouvernement à l'exception de tous les autres qui ont pu être expérimentés dans l'histoire. On distingue souvent de la démocratie au système monarchique, oligarchique, à la dictature, à la tyrannie, euh, au système aristocratique ou plutocratique. L'ensemble de ces systèmes n'est pas celui que la France ni l'Allemagne ont choisi. Pour évaluer en fait le degré de démocratie des États, il y a un journal, The Economist, qui a fait cet index de la démocratie, Démocratie Index, et qui a mis en place un certain nombre de critères pour pouvoir évaluer le degré de démocratie de nos États, pour savoir de quoi on parle lorsque l'on parle de démocratie, à savoir, bien entendu, que l'on entend par, que l'on entend par celle-ci une démocratie, une définition ouverte de cette démocratie. Pour eux, ce qui est important, c'est de voir le processus électoral et le pluralisme, c'est-à-dire l'évaluation de la transparence et la compétitivité des élections. Le fonctionnement du gouvernement, avec l'analyse de la capacité du gouvernement à fonctionner de manière efficace et à répondre aux besoins de la population. La participation politique, mesure de l'engagement des citoyens dans le processus politique, y compris le taux de participation aux élections. Et la culture
politique, l'évaluation des attitudes, des comportements des citoyens envers la démocratie et le système politique. Les libertés civiles, l'analyse du respect des droits individuels et des libertés fondamentales, comme la liberté d'expression, la liberté de la presse et le droit de réunion. En effet, c'est lorsque l'on analyse ces différents critères que l'on va pouvoir comprendre si une démocratie est parfaite, imparfaite, hybride ou proche du régime autoritaire. Il y a bien sûr d'autres types d'index, comme le Freedom in the World, qui va mesurer les droits politiques et les libertés civiles, le Human Security Report Project, qui va recenser les démocraties, également si elles sont démocraties, anocraties ou régimes autoritaires en fonction de leur respect des droits humains. J'ai choisi cet index que vous pouvez aller consulter également sur Internet, où il y a chaque année en fait une analyse du niveau de démocratie des différents États dans le monde, donc qui est particulièrement intéressante. Ensuite, il y a des analyses très, très fines de chaque élément, donc intéressant à évaluer. Donc, ce que je vous propose maintenant de faire, c'est de vous poser la question intéressante de savoir où se situe l'Allemagne et la France sur cette échelle de 0 à 10 et d'évaluer la note en France et en Allemagne. Donc on va vous laisser discuter à travers ces différents critères. Quelle est selon vous la note attribuée à l'Allemagne et à la France? On va faire le même petit exercice. On va vous mettre dans des salles. J'ai pas compris. Pour le degré de démocratie? Voilà, c'est ça. Voilà, ouais, d'accord. Ok. Vous êtes tous de retour. Euh, alors, on va faire... je vais vous demander si vous vous êtes entendu sur une note pour la France et pour l'Allemagne. Est-ce que vous avez Match nul. match nul? Non, la France va un petit peu moins bien quand même. Un Oh, petit peu Bonne, moins bonne bien? note, mais moins bien que l'Allemagne. Oui. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez des raisons pour lesquelles vous allez noter moins bien la France que l'Allemagne? Est-ce qu'il y a des critères sur lesquels vous êtes entendu pour vous dire, ben oui, là, c'est moins bien? Alors, si Claire Gassman, si je peux prendre la parole, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais nous avons eu cette discussion dans la chambre numéro 2, parce que visiblement, ce qui penche en la France un peu moins bien, c'est son organisation politique, hein. C'est-à-dire ce que je qualifie par la Constitution de 58, Mhm. qui en fait, qui est une sortie au régime parlementaire, qui n'a pas du tout fonctionné. Et la question qu'on s'est posée tout à fait à la fin, enfin, ou du moins que moi j'ai posée, c'est est-ce que cette organisation politique qui joue sur les oppositions et une majorité qui peut, voilà, est-ce que c'est la conséquence du caractère français ou est-ce que c'est l'organisation politique qui fait qu'en France, on s'oppose plus et on recherche moins le consensus? Bon, vous aurez compris que moi, je pense que c'est notre organisation politique est plus une conséquence de l'impossibilité de jouer ce jeu du consensus, de la voix médiane. Voilà. Mhm. Ok. Du système des partis politiques à la française un peu. Oui, Mm. de l'absence de proportionnel, hein. Mhm. Mais voilà, on a connu Oui, 50 ans les au régimes. XXe siècle où les gouvernements à peine installés chutaient. Voilà. Bon, Bon, ben, d'accord.
La 4e République, 3e. Voilà. Moi, ce qui m'embête en France, c'est que quand on veut faire des réformes, les Français, les Français vont dans la rue et après, il n'y a plus personne qui fait les réformes. On sait qu'il faut faire des réformes sur la sécurité sociale, on sait qu'il faut faire des réformes sur la retraite. En Allemagne, ça a été fait, retraite à 67 ans. En France, c'était une catastrophe. Et là, on dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a trop de liberté et puis trop de liberté nuit à la démocratie. Mhm. Ouais. Vous savez ce que me disent certains de mes amis allemands? Ils me disent, nous, on n'a pas le courage hein, de se rebeller, de se rebiffer, de se rebeller. Vous, vous vous rebellez. Ouais, oui. Mhm. Ça dépend de quoi, voilà, ça dépend pourquoi. Ouais. Bon, après, on est plus belliqueux. Excusez-moi, j'ai un ami. Ouais. Allez, Michel. Hein. Belliqueuse. Est-ce que pour l'Allemagne, il y a des raisons ou... Enfin, je sais pas. Est-ce que... Si, il faut. Je vais appeler l'astreinte technique. Hein. Ok. Non, non, je vais le faire. Ok. Je t'en prie. Ok. Oui, 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 oui. Ok, je vais le faire tout de suite. Vous voyez des raisons pourquoi l'Allemagne serait moins, disons, démocratique voilà, c'est un bien grand mot, mais que la France, ou qu'il y aurait des éléments, Dans la des salle caractéristiques. numéro 1, on se retrouvait à peu près au même niveau, où on a constaté que, par exemple, en Allemagne, c'était l'avantage qu'il y avait, c'était le nombre de pourcentage d'élus par rapport aux partis politiques. Mhm. Et on a constaté aussi bien pour la France que pour l'Allemagne d'une remontée des partis d'extrême droite qui Ok, font un peu peur voilà. Mhm. La montée de l'extrême droite dans les deux pays. dans les deux sens. Enfin, pour les deux pays, quoi. Mm. Donc c'est pour ça on savait pas trop de quel côté penchait la balance. Ok. Après, moi, en tant que Française vivant en Allemagne, c'est vrai que j'ai constaté que s'il n'y avait pas de grève juste avant la période de Noël en France, c'est qu'il y a quelque chose qui n'y allait pas du tout. Mhm. Mais c'est vrai que les Français ont plus tendance à protester qu'en Allemagne. Les Allemands protestent un peu à voix basse, ou alors par le biais de leur avocat. Mais Et pas est-ce que c'est un publiquement. avantage? Parce que c'est vu par certains comme... est-ce que cette liberté de manifestation, c'est quand même vu comme, par vous comme un avantage, comme quelque chose qui est important pour la société de pouvoir s'exprimer à travers des Ouais. manifestations? La liberté de manifestation existe dans les deux pays. Oui. Oui, Mhm. oui. Bon, mais c'est mieux, c'est plus encadré en Allemagne par les Voilà, syndicats qu'en France. voilà. Les syndicats sont plus forts, plus organisés. Moi, je suis tout à fait de cet avis. Et en fait, On a plus ouais, l'impression qu'il y a quelque chose qui aboutit ouais. que en France, on manifeste, mais il y en a qui manifestent, qui savent pas pourquoi, et on voit pas d'aboutissement au bout, quoi. Mhm. Comme les En gilets jaunes. Allemagne, Voilà, en les gilets Allemagne, on a jaunes, d'autres instruments. ils font un barbecue au rond-point. Euh, Ouais, c'est ça que je me disais aussi. Ouais. Les Allemands, ouais, ils manifestent, non, ils font des choses en douce et puis ils ont des résultats plus stables, on va dire. J'ai l'impression que oui, il y a plus de consensus, voilà, c'est ça. Il y a plus de Plus de consensus. consensus. Mhm. Ben, on a d'autres instruments, par exemple, bon, il y a le fédéralisme Mm. qui permet aussi aux communes, aux Länder de s'exprimer, et de soutenir leur position. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu plus de pluralisme Mhm. qu'en France, Ok. où il y a le centralisme qui a d'autres effets. Mais je pense que les manifestations, c'est aussi un moyen de s'exprimer, c'est participation. On, Oui.
Oui, les gens, ils sont actifs et ils font quelque chose. Et c'est moins le cas en Allemagne. C'est, je pense de temps en temps, c'est un peu le pensée de ah, je ne peux pas faire quelque chose. J'ai aucune possibilité de m'exprimer, de changer quelque chose. Je pense que les Allemands, ils osent moins. Oh là, je Mais- ne suis pas d'accord. Non, mais quand ils veulent, ils peuvent. Regardez avec les abeilles. Regardez tout ce qui s'est fait avec les abeilles dans toute l'Allemagne. Mais il y a de grosses manifestations aussi en Allemagne. Oui, Oui, contre l'extrême droite aussi, pareil. Ouais. mais comme j'ai dit, par le fédéralisme, on a plusieurs niveaux où on peut contester. Mm. Et parfois, c'est un peu plus efficace peut-être, mais on fait des grandes manifestations aussi, hein. Je me souviens, quand j'étais étudiante, j'ai participé à des grandes manifestations contre les fusées américains, le stationnement des Pershing, etc. On était 1 million dans la rue. Oui, mais ça n'existe plus dans les millions dans les rues. Ah, si, Pas par contre exemple, l'extrême droite. contre l'extrême droite, il y a eu. si, Ouais. à Berlin, on a eu des très grandes manifestations, hein. Mais OK, à Berlin. Mhm. Non, dans toutes les Dans grandes villes. d'autres villes. Dans Oui, toutes les oui. grandes villes, oui. C'était bien coordonné, justement. C'était les mêmes week-ends, etc. Et puis Friday for Future, il y avait ça aussi. Oui, mais vous ne trouvez pas que les manifestations, elles ont changé alors moi, j'ai aussi connu les grandes années de manifestations, 68, j'étais trop jeune, mais les années 70 encore, ou 80. Mais les grandes manifestations, elles étaient pour défendre des causes importantes, internationales, enfin des principes. Aujourd'hui, les manifestations, elles sont catégorielles, défendre des intérêts de certains groupes. Il y a plus, enfin, on mobilise moins de monde pour l'écologie, l'avenir de la planète, contre la guerre que contre en France, typiquement, la modification de l'âge de départ à la retraite, hein, ou les cheminots qui veulent une augmentation. Enfin, c'est mon impression. Donc, les Il y grandes a causes nationales. il y a un individualisme aussi qui s'est traduit par le fait de lutter pour des luttes plus individualistes que collectives. C'est ça que Un manque de projet de société. global. Bon, est-ce que vous êtes curieux de savoir les notes? Les résultats. Oui. Les résultats? Oui. Allez, on y va. Alors, vous voyez mon écran ou pas? Non. Oui. 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 Ouais. Donc, C'est le whiteboard. alors, vous êtes sur le whiteboard là? Non. Ah non, plus Non, maintenant. on n'y est Sur pas. votre visage. Non, j'ai Sur les visages, là. j'ai coupé le whiteboard, j'ai pris une photo, comme ça on pourra le mettre dans le Padlet. Là, il faut Super. que tu partages ton écran, Morgane. Normalement, ça Ok, devrait marcher. Ok, très bien. Donc voilà, quelle est la note, enfin la note de la France et de l'Allemagne, comme vous voyez. Donc, On voit On rien. voit pas. On voit On rien. voit pas le. On ne C'est voit pas le bon écran. pas. Ouais. ah non? Non. Non. Suspense, hein, suspense. Ah, zut! Alors, je suis obligée d'échapper. Deux. Ici, qu'est-ce qui se passe? Pardon, hein. Suspense, partager. Voilà. Ah, ça devrait être bon maintenant. Pas encore, mais ça va arriver. Ça va arriver. C'est bon? Yes. Oui. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, vous aviez raison. La note est supérieure pour l'Allemagne.
8,80 en 2023, hein, je n'ai pas les dernières notes. Et la position sur une échelle, l'Allemagne se retrouve en 12e position et la France en 23e. Pour l'intégralité des notes, il faudrait aller voir le document de toutes les notes. Mais en fait, ce qui va apparaître, en fait, ce qu'on va critiquer, peut-être pour la France et l'Allemagne, ça va être le désengagement, une certaine polarisation de la vie politique, une méfiance accrue à l'égard des élites ou des élites politiques ou des choses comme ça, qui apparaissent en fait dans les critiques à l'égard des deux États. Pas forcément l'organisation des pays, comme vous l'avez mentionné, mais bon, voilà, ensuite, C'est pas mal. voilà. Donc là, vous voyez l'évolution, elle est quand même assez, c'est à peu près, les notes en 2023 et en 2008 sont enfin, presque identiques. Donc voilà, il y a eu quelques baisses, voilà, mais sinon, pour la France, à un certain moment dans l'histoire, mais on reste à peu près sur les mêmes notes et positionnements. Alors maintenant, je vais encore vous faire travailler parce qu'en fait, vous avez commencé déjà à lister et je pense que vous êtes déjà sur cette ligne de pensée et vous avez commencé à lister et on va travailler sur les dangers que peut encourir la démocratie. Qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce qui va mettre, là vous avez parlé d'un certain nombre de choses, par exemple du populisme, mais quels sont les autres dangers? On a parlé aussi de l'éloignement peut-être de la population de ces élites politiques. Enfin bon, ce sont deux dangers par exemple, mais est-ce que vous en voyez Le d'autres? communautarisme, l'entrisme, enfin le communautarisme. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on fait des breakout rooms ou pas? Ah, ok. Comme vous On voulez. reste ensemble? Est-ce que vous avez aimé le format des breakout rooms ou vous préférez qu'on interagisse tous Tous ensemble? ensemble, avec Ensemble, Ensemble. je pense Eh qu'on ben, on n'est reste pas tous si nombreux ensemble. que ça. Ok. Donc j'arrête le partage et on fait Yes, le whiteboard. le whiteboard. On va voir ensemble. Danger pour la démocratie. Alors on a parlé donc de la montée des extrêmes tout à l'heure. Les pressions politiques en général, si on La prend la pression, montée des... la pression politique, Communautarisme le et communautarisme. l'individualisme. Moi, je dirais aussi la pensée, le mythe de la pensée unique où tout le monde pense la même chose et qu'il n'y a plus de diversité, plus de richesse de la diversité. Mhm. Donc un peu aussi étouffer les minorités, étouffer les avis minoritaires. C'est ça que vous voulez dire un peu Ou ou... plutôt le manque enfin, la prégnance de la pensée unique qui fait qu'il n'y a plus de débat possible. Tout le monde Mhm. oui, on Oui, adopte mais une qui promeut la pensée unique? Parce que ça, c'est la La conséquence. political correctness. Mhm. Mm. Et quel serait le type de mouvement ou qu'est-ce qui ferait que l'on pense tous la même chose? Quels sont les... Je pense Les que aussi médias, les médias, médias? voilà, Les médias et les médias, les les réseaux réseaux sociaux. sociaux où Les réseaux les gens, sociaux? normalement, ils sont dans leur... Alors, qu'est-ce qu'on boucle. dit?
La désinformation, hein, la Ouais. désinformation. Mais ce sont pas les médias eux-mêmes qui sont un danger, c'est ce qu'ils véhiculent. Ben oui. Les médias sont un outil de la démocratie et de la pensée plurielle, à condition qu'il y en ait beaucoup et que les gens les lisent ou les écoutent. Le problème, c'est que oui, Oui, mais ça le dépend. problème, L'information, mais la circulation de l'information. j'entendais le politiquement correct. Aujourd'hui, dans les démocraties, beaucoup de gens s'interdisent d'exprimer librement leurs pensées parce qu'ils savent que justement, à travers les réseaux sociaux, à travers, etc., ils vont subir, il y a des choses qu'on ne peut plus dire, il y a des mots qu'on ne peut plus utiliser et il y a des idées qu'il faut manipuler avec prudence parce que ça peut générer des réactions extrêmement violentes. Le danger pour la démocratie, c'est l'intolérance, c'est la violence, c'est voilà. oui. La pensée unique, c'est déjà une conséquence de ça. Oui, c'est vrai. Voilà, pardon, mais c'est mon avis. Non, C'est une c'est mauvaise idée. Je ne sais pas comment je peux exprimer ça, mais il y a une trentaine d'années, on s'exprimait dans des partis politiques, on militait. Mm. Aujourd'hui, il n'y a plus de militants politiques pratiquement, à part pour l'élection, à part le jour d'élection du Donc président. l'affaiblissement des partis politiques. VLP. Tout au moins certains Oui. partis politiques. Oui, voilà. Oui, la Et professionnalisation, la professionnalisation de la La classe politique, politique. le désamour du citoyen pour la politique, parce que voilà, il y a aussi eu des politiques peu scrupuleux. Pour les médias aussi. Et la désaffection, alors en France, c'est criant, beaucoup plus qu'en Allemagne, pour le premier outil de la démocratie, de l'expression démocratique qui est le vote. Quand vous dépassez à peine 40% de taux de participation à une élection, celui qui est élu, on a des représentants de la nation qui sont élus avec 20% des voix des électeurs. Ils représentent, c'est compliqué quand même. Mais par exemple, si on voit dans les États-Unis et on voit qu'une personne dans, c'est quoi, 100 journées, 100 jours, il est là, le monsieur Trump, mais ce qu'il a fait déjà contre la démocratie, là, pour moi, c'est incroyable, que c'était possible comme ça dans un pays, je ne sais pas la note pour les États-Unis, mais je suis vraiment surpris comment il était capable de changer beaucoup de choses contre la démocratie. Et je me demande si la même chose serait possible chez nous aussi. Et je ne suis pas sûre que ce n'est pas le cas. Ben, je crois que si en France, il y a un livre qui est sorti récemment, c'est un avocat, j'ai oublié le nom là, et qui analyse justement, qui voit tout ce qui s'est passé aux États-Unis, et il a fait un comparatif un peu avec la France, et il pense, lui, d'après ce qu'il a pu étudier, enfin, avec le rapport, que ce serait tout à fait possible de faire en France La ce même que chose. Trump est en train de faire aux États-Unis. Oui. Si on n'est pas vigilant. En trop grand pouvoir du président, c'est ça que vous voulez dire ou... On va dire une présidentialisation extrême. Ben oui, là, on voit. Enfin, aux États-Unis, bon, en plus, il y a le fait qu'à la Cour suprême, il a pu nommer des juges qui allaient dans sa direction et qui sont inamovibles. Et puis, voilà. Donc, en dernier ressort, eh bien, c'est la Cour suprême avalise ces décrets. Mais en France, apparemment, vous pensez que la Cour constitutionnelle, par exemple, est quand même plus indépendante, enfin plus indépendante encore que
les membres sont aussi nommés par les Donc politiques. l'indépendance de la justice, peut-être l'importance de la dépendance de la justice. Oui, et puis des organes qui régulent tout ça, quoi, qui empêchent. Mais Et- apparemment, La séparation des pouvoirs. oui. Et si on voit qu'il a ignoré les institutions, Oui. hein, Oui, en général, c'est un manque de respect des règles qu'on a établies. Mhm. Oui, mais Et la Cour aussi bien pour la presse que dans la politique. Trump, il s'en fout des règles. Oui, mais Et récemment, la Cour constitutionnelle, par exemple, lui a donné raison, lui a dit qu'il pouvait effectivement refuser le droit de séjour à 500, je ne sais plus combien de migrants mexicains qui avaient obtenu l'autorisation par Biden de séjourner, et qui travaillaient et dont l'économie a besoin. Et là, Trump a décidé de les renvoyer, de les expulser, et une juge fédérale s'était opposée, et la Cour constitutionnelle lui a donné raison, a donné raison à Trump, là, dernièrement. Donc, dans les dangers pour la démocratie, je vois aussi le réchauffement climatique et les problèmes que ça peut causer avec toutes les personnes qui vont L'immigration. les réfugiés climatiques, Déplacement de liés à une population. crise économique. Enfin, je ne veux pas être trop pessimiste, mais ça peut déboucher sur l'arrivée de quelqu'un. Oui. Voilà. Ma collègue ici à côté disait en Allemagne, il n'a pas fallu très longtemps pour Hitler pour prendre le pouvoir. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux ni CNews. Oui. Dans un autre registre, moi j'aimerais aussi ajouter les lobbies. Ouais. Les lobbies. Oui, parce qu'on est vraiment en danger avec eux. Les pharmacies, les médicaments qu'on prend, les agriculteurs qui prennent le désherbant, etc. Et ça, c'est pas bon. Ils influencent trop. Les règles, justement, on a vu qu'il y avait des choses qui passaient pas. Ok. Utiliser les règles pour leur cause, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Il y avait la qualité de l'eau dernièrement aussi, où les lobbies ont réussi à faire diminuer certaines valeurs pour que la France, d'un seul coup, ait beaucoup plus d'eau potable. On a vu certaines informations, je ne sais plus où. On se dit, mais c'est pas possible. Avant, la France avait. Je ne sais pas qui l'a vu, ce reportage ou ces informations. Mais ça, moi, je le mettrais en relation avec la mondialisation, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on peut avoir une vision vertueuse de nous, démocratie occidentale, Ah oui. on peut avoir une vision vertueuse de beaucoup de choses, de la protection de l'environnement, du manger sain, de l'éducation, etc. Sauf que nos démocraties fonctionnent dans un monde ouvert. Et oui, un des risques pour nos démocraties, c'est justement comment on défend nos systèmes, mais ça peut être nos agriculteurs, nos entreprises, nos écoles, contre d'autres systèmes qui n'ont absolument pas la même vision du monde et qui n'en ont, les États-Unis aujourd'hui, mais beaucoup d'autres pays qui n'ont pas la même réglementation. Donc, en fait, on laisse disparaître nos agriculteurs, notre industrie, etc. Et on va dépendre de pays qui n'en ont rien à faire, ni de la démocratie, mais ni du respect et du bien-être des gens. Enfin, donc, la mondialisation est un danger pour nos démocraties parce que finalement, en réaction, les gens, ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'il y a une frange de population très pauvre qui est populiste aujourd'hui et qui dit de toute façon, personne n'a jamais rien fait pour moi. Trump, il nous parle, je comprends quand il parle. Il fait ce qu'il dit et c'est vrai, même si ça nous déplaît. Voilà, il y a de plus en plus de gens qui sont adeptes d'un langage très simple et qui disent moi, c'est mon intérêt qui prime. Oui, mais je ne suis pas d'accord, c'est pas la mondialisation en soi.
on peut avoir une mondialisation avec du respect et le respect des règles, etc. Donc, être ouvert au monde, c'est pas en soi un danger. Dans le monde, il y a moins, il y a plus de tyrannie ou de régime fort que de démocratie. Donc, on est minoritaire. On ne va pas imposer au monde nos façons de voir extrêmement tolérantes. Voilà. Donc des influences néfastes de régimes totalitaires ou de régimes qu'on pourrait dire dictatoriaux ou autocratiques, en fonction de la terminologie que l'on peut Ouais, utiliser. c'est difficile à synthétiser, mais ça serait les mauvaises influences ou les influences de ces États qui essayent de déstabiliser les c'est la démocraties. dégradation de nos conditions de vie dans nos pays et d'aborder les problématiques, hein, comme enfin, je ne sais pas comment l'exprimer de manière synthétique, mais oui, ça vient de ça. Ok. Et la crise économique en Crise soi, économique. et la pauvreté, ça porte Tout à fait. toujours du tout pouvoir ça est lié. au régime totalitaire. Oui. Je pense aussi la ciseau entre riches et pauvres, c'est une grosse menace pour la démocratie. Comme on a dit, il y a beaucoup de gens qui votent pour les extrêmes droites parce que leurs conditions de vie ne sont pas bon, ils sont perdus. Hein. Oui. Vous avez compris? Oui. Oui, oui. C'est vrai. Alors, les gens riches, il y a énormément de gens riches qui montrent leur richesse. Et il y a énormément de gens très, très pauvres qui ne savent pas comment nourrir les enfants. Alors, c'est compréhensible qu'ils ne sont pas d'accord. Hein. Donc, oui. Je vous propose que l'on avance un peu. Je vais essayer de vous montrer un petit peu j'ai fait comme vous, j'ai eu ce travail de réflexion des dangers pour la démocratie. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait comme travail. Et puis, on va pouvoir peut-être, vous pourrez aussi intervenir si vous voulez durant ma présentation. Je sais pas, quand je montre ma présentation, je vous vois pas en fait pour ça. Peut-être on va fermer le tableau et je vais remettre. Hop. Donc voilà. Donc, vous voyez là la liste? Oui, oui, ça y est. Alors moi, ce que j'avais noté en fait dans les différentes, bon, il y a plein de choses. On se regroupe sur plein de choses. Il y avait le déclin de la participation populaire aux élections, qui est assez légère, hein, mais tout de même importante, où on voit qu'il y a un électorat quand même cadre qui va être plus à même, qui va plus voter qu'un électorat ouvrier, par exemple. Et donc cela nuit en fait au bon fonctionnement de la participation citoyenne de tous. Les dangers, les peurs, et c'est aussi la montée des populismes. Si on regarde la montée des extrêmes aux dernières élections, aux dernières législatives, en France, on est passé de 80 sièges pour l'extrême droite à 126 sièges. Au Bundestag, pareil, on a doublé le pourcentage de l'AfD. Donc on voit qu'ils sont passés voilà, à 152 sièges.
Voilà, il y a une sorte d'érosion aussi que vous avez vu aussi dans la confiance dans le processus démocratique, avec un fossé grandissant entre les élites politiques et son électorat, ce qui se manifeste notamment par des violences à l'égard des élus parfois. On a vu des affaires de personnes élues qui ont été victimes de violences et des maires qui ne voulaient plus continuer leur mandat. Et c'est là aussi peut-être que on va voir plus tard, mais où les comités aussi ont aussi un rôle important de lien entre la démocratie locale et puis la population. Vous avez vu aussi qu'il y a aussi des mouvements libertariens qui contestent la légitimité des États et qui peuvent déstabiliser nos démocraties. Par exemple, ça peut être, comme vous l'avez dit, aux États-Unis, ça peut être les grands mouvements comme les Tea Party ou les grands réseaux de mouvements de politique ultralibérale qui vont essayer de déstabiliser les États pour amener certains partis politiques qui sont anti-État à arriver au pouvoir, comme on peut le voir actuellement avec voilà, Trump qui va avoir un certain nombre de partis politiques d'extrême droite. Peut voir aussi, comme vous l'avez dit, la montée de la précarité et des luttes qui sont plus individualistes. Vous l'avez dit aussi, là on peut citer aussi les Gilets jaunes, vous ne l'avez pas dit, mais je pense que c'était un peu, vous pouviez penser à ça, des luttes qui étaient plus pour des intérêts qui sont des intérêts plus individuels que collectifs. On peut et également voir la manipulation des électorats. Par exemple, sur la question ukrainienne, en Hongrie, manipulation de l'électorat à l'égard du conflit ou non, d'entrer dans le conflit ou non à l'égard de l'Ukraine. Aussi, du coup, aussi par des fake news que peuvent lancer certains réseaux et sur les réseaux sociaux. Parfois, les institutions démocratiques peuvent être également fragilisées, comme vous l'aviez bien dit, la nomination de juges, euh, où l'on met en place des choses qui sont plus néfastes pour la démocratie, et puis où on commence à réfléchir à des alternatives à la démocratie dans certains États. Et dans certains États européens également, pas que en dehors de l'Europe. Je ne sais pas si vous reconnaissez un petit peu dans ce que vous avez dit. Ah oui, c'est une belle synthèse. Enfin, moi, je trouve, hein. Voilà, vous C'est y voilà, reconnaissez. c'est un peu moins diffus que ce qu'on a pu dire, mais vous avez raison, on y retrouve à peu près Que vous avez beaucoup de dit. choses qu'on a dites. Ouais. Ouais. Donc maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas que nous qui pensons tout ça. C'est que il y a aussi l'Union européenne, donc le Fonds citoyen également, en ayant mis la démocratie comme un axe prioritaire, mais aussi l'Union européenne, en fait, depuis 2020, a eu des mots importants devant la Commission, le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, avec plan pour la démocratie européenne. Euh, et a mis en place une feuille de route pour l'Union européenne. Parce que, en effet, l'Union européenne, c'est pas seulement une question de parti et de politique, dit Madame von der Leyen, et de règles ou de réglementations de marché ou de monnaie. Ce dont il s'agit en fin de compte, et par-dessus tout, c'est d'un peuple et de ses aspirations. Ce dont il est question, ce sont des citoyens qui luttent ensemble pour leur liberté, pour leurs valeurs, pour un avenir meilleur, tout simplement.
Donc, dans cette feuille de route, je l'ai résumé en 4 points. En fait, l'Union européenne veut s'assurer que dans les États européens, il puisse y avoir un processus électoral intègre, que l'on puisse renforcer la liberté de la presse et le pluralisme, que l'on puisse également faire face à la désinformation et que l'on puisse soutenir la société civile en mettant en place un programme et des actions concrètes. Donc là, également, les comités de jumelage ont toute leur place dans ce programme pour soutenir la démocratie. Pour ce faire également, en fait, pour comprendre ce qui se passe, c'est que en fait, l'ensemble de la communauté européenne et le Forum civique européen s'est emparé de cette question. Si vous ne savez pas ce qu'est le Forum civique européen, c'est un réseau international de solidarité qui organise des interventions directes avec de simples citoyens engagés et qui met en lumière les dysfonctionnements sociaux ou peu ou pas dénoncés. Et eux aussi, en fait, leur objectif, c'est bien sûr qu'on puisse travailler en cohérence entre politique économique, sociale, culturelle et régionale, qu'il y ait un travail cohérent entre associations et institutions, qu'il y ait des financements des fonds pour les droits et les valeurs, où les valeurs et les droits sont bafoués, où on puisse aussi en Europe soutenir la société civile où elle se trouve dans des États où elle est en difficulté. On pense bien entendu à la Hongrie ou à la Pologne, où il peut y avoir aussi développer aussi un dialogue ouvert interinstitutionnel. Donc ça, ce sont des éléments très importants qui sont pris en considération du point de vue européen, comme je vous disais, qu'on voyait la partie binationale, mais aussi européenne. Il faut savoir que le Comité économique et social, récemment, donc l'année dernière, s'est rencontré une nouvelle fois pour parler des questions démocratiques, euh, de parler de ce concept de démocratie résiliente, c'est-à-dire de maintenir la démocratie où elle est en danger, où elle est mise en difficulté. Donc stop à la manipulation par les médias. euh, Faire que les citoyens restent engagés, éduqués et se préparer pour le futur, comme vous l'avez bien dit. Il y a une transition digitale verte que nous devons mettre en place. Et ça ne se peut faire sans les citoyens. Donc, il est nécessaire d'avoir un espace civique et un dialogue civique avec des soutiens financiers à la société civile, la défense des directives démocratiques, un dialogue structuré efficace, impliqué dans les organisations hors de l'Union européenne, dans les pays candidats, organiser la participation citoyenne directe, faire des assemblées européennes citoyennes, engager le plus de jeunes dans une institution pour qu'ils aient une participation active et qui soient à tous les stades de la décision et qui s'engagent aussi pour le vote. Faire que la transformation digitale soit faite de manière éthique, en règle de normes et de principes démocratiques. On sait bien que l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée et il faut travailler pour que ce soit faite de manière démocratique, bien entendu. Une économie qui fonctionne pour les gens, comme vous l'avez dit, plus de poids au bien-être et à la prospérité dans les limites des frontières de la planète, avec un accès à l'eau potable, la démocratisation du fait économique basé sur la durabilité et la justice intergénérationnelle. Je crois que tous ces éléments que vous avez bien vus, donc tout ça, ce sont des objectifs que ces institutions se donnent pour euh, puissent passer le cap de nombreuses difficultés à venir, comme on l'a vu lors des dernières élections, et faire que nous puissions continuer à vivre dans nos démocraties. Donc, pour vous, les comités de jumelage, vous avez aussi votre rôle à jouer, en fait, et la question que l'on se pose là maintenant, peut-être on peut aussi réfléchir ensemble, c'est
Deux choses peut-être, parce que là on arrive à la fin, donc il est 18h48. Je pense qu'on pourrait répondre à deux questions à la fois. C'est quel pourrait être le rôle d'un comité de jumelage dans le renforcement de la démocratie? Et de deux, parce que c'est la deuxième question et c'est le deuxième débat que je voulais mener avec vous, c'est quelle action concrète pourrait être menée dans vos comités pour travailler cette démocratie. Je pense qu'on peut le faire là, tous ensemble en même temps. Voilà. Un comité de jumelage peut créer de la tolérance pour d'autres pays, dans notre cas pour la France, de faire connaître une autre culture, de montrer qu'il y a autre chose que soi-même, de regarder un peu au-delà. Chez nous, on dit regarder au-delà de l'assiette. Rapprocher les cultures. Pour créer de la tolérance et rapprocher les cultures, si on développe, quel type de projet concret pourrait avoir lieu pour ce faire? C'est pas un seul instrument, il y a beaucoup d'instruments qu'on peut Ok. utiliser. Des échanges de jeunes déjà. Oui. La rencontre directe de la connaissance de l'autre. Ouais. Et puis les associations, justement, les chorales, clubs de sport. Rencontre interassociative? Oui. Après, il y avait le tri des déchets, par exemple. C'est intéressant de voir comment les deux pays procèdent différemment. Ou l'électricité, l'énergie. L'énergie, parce qu'on a quand même des grosses différences en France et puis en Allemagne aussi, dans les villages. Hein. Donc faire aussi des comparaisons peut-être entre ce qui se passe en Allemagne et en France sur le tri des déchets. Ouais. Est-ce qu'il y a des actions que vous avez déjà menées qui vous semblent entrer en fait dans tout ce qu'on a vu sur les différents types d'approches, les questions sociales, les questions économiques. Enfin, vous avez vu, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui font que finalement nos démocraties fonctionnent au mieux. C'est très général. Travailler sur l'histoire, travailler sur justement, on parlait beaucoup de l'organisation politique c'est voilà. Oui, comparer les systèmes politiques. Comparer les Différents systèmes pays. politiques. Ouais. Parce que bon, on a quand même en France beaucoup d'initiatives autour de conseils municipaux de jeunes, etc. C'est pas juste pour avoir un conseil municipal et qu'il puisse l'objectif, c'est à travers ces conseils municipaux d'éduquer à l'engagement citoyen et à la démocratie. Enfin, bon, c'est à travers ces choses-là. Si en Allemagne, il existe aussi des conseils de jeunes ou des choses comme ça.
ce sont quand même déjà des jeunes qui sont engagés et qui permettent d'échanger. Moi, j'ai souvenir, et Lucia, elle est présente, d'une commémoration commune du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, avec une grosse délégation allemande, une exposition avec des dons de familles de part et d'autre qui permet de réfléchir. Ensuite, un groupe de jeunes boisséens, un groupe de jeunes de Lauda Königshofen se sont rendus sur les sites à Verdun, à la Maison de la Paix, et avec des animateurs, on réfléchit ensemble. Ça, ce sont des vraies démarches, hein. Excusez-moi. Oui. Also wir haben zum Beispiel eine gemeinsame Reise nach Berlin unternommen. Wir sind gemeinsam 20 Leute aus beiden Gemeinden nach Berlin und haben uns da natürlich das Thema Mauerbau, deutsche Teilung und so weiter zu Gemüte geführt. Oui, travailler sur l'histoire de l'Allemagne. Also es gab noch mehr Themen auf der Reise, aber das war natürlich ein Punkt. Und es war, also die französischen Teilnehmer haben hinterher gesagt, es war irgendwie ganz besonders dadurch, dass sie es erlebt haben oder gelernt haben mit Leuten zusammen, die tatsächlich diese Teilung noch erlebt haben, also die über diese Grenze gefahren sind, die wussten, wie die Kontrollen da sind und so weiter und so weiter. Also das war einfach so ein gemeinsames Erleben dieser Thematik. Peut-être travailler avec des témoins, c'est plutôt ça, des gens qui ont vécu l'histoire de l'intérieur, en fait. Ça, c'est important aussi. L'histoire vivante, quoi. Bah voilà, on va peut-être, je sais pas s'il y a encore des prises de position, des idées. Also grundsätzlich finde ich auch die Art und Weise, wie in Frankreich Geschichte gelebt wird und Geschichte den Kindern in der Grundschule beigebracht wird, finde ich eigentlich extrem positiv. Und das ist für mich immer was mir in Deutschland sehr fehlt. Weil, also ich glaube, wenn man in Deutschland Grundschulkinder fragt, was am 8. Mai war, dann ist da das große Fragezeichen, wohingegen in Frankreich, die wissen das eigentlich. Donc peut-être comparer les systèmes éducatifs ou la façon dont on appréhende l'histoire dans les deux pays, peut-être ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, une comparaison des livres d'histoire ou une comparaison. T'as peut-être un travail aussi que peut faire un comité, non? Geschichtsbücher weiß ich nicht, aber ich denke, wie die Geschichte gelebt wird, wie in der Schule zum Beispiel das, ja, ich kann nur sagen, gelebt wird. Das ist es eigentlich. Oui, les gens qui ont vécu, oui. Il y a des livres d'histoire franco-allemands qui ont été, je ne sais plus qui les a fait, mais il y a 2 ou 3 volumes qui existent, qui étaient un projet entre les 2 gouvernements. Oui. Aber ich denke, es geht mehr darum, was den Kindern, und wie viel den Kindern tatsächlich nahegebracht wird. Und da geht Frankreich ja ganz anders mit um, weil in Deutschland, also gerade das ganze Thema Zweiter Weltkrieg eben extrem belastet ist und da ja auch eine sehr differenzierte Betrachtung ist, wie man das Weltkriegsende sieht. Also die einen stellen sich ja hin und sagen, wir sind befreit worden, die anderen stellen sich hin und sagen, wir haben verloren. Ja, wohingegen Frankreich das natürlich da, ich sage jetzt mal, einfacher hat in dieser Diskussion. Ja gut, ich hoffe, es gibt nicht mehr so viele, die da sagen, wir haben verloren, aber es gibt zunehmend mehr, würde ich sagen. Ja. Aber wir haben in Hohen-Neuendorf natürlich den historischen Vorteil, dass der Ort direkt an der Grenze war, auf der DDR-Seite.
Und wir haben noch einen Grenzturm, wo inzwischen die Waldjugend heimisch ist und mit jeder Gruppe, die aus Bergerac kommt, unserer Partnerstadt, gehen wir zu diesem Grenzturm und zeigen ihnen, wie die Anlagen waren und wie viele Leute erschossen wurden und so weiter. Das interessiert sie immer sehr. Ja, c'est sûr. Das ist so ein bisschen wie bei uns. Rayol Canadell war ja einer der ersten Strände, wo 1944 Alliierte gelandet sind. Also der Plage de Débarquement in Canadell ist auch so ein Thema, der immer wieder, also wenn Leute aus Deutschland dahin reisen, davor stehen und sagen, oh, hier waren sie auch. Es ist nicht nur an der Normandieküste, sondern hier unten ist es losgegangen. Also das heißt Geschichte, auch wenn sie schmerzhaft war, nicht verstecken, sondern gegenseitig bekannt machen. Oui, bien entendu. Oui, bah, bon, arrivé. Donc exprimer les douleurs aussi de l'histoire. Oui, les comités de jumelage peuvent être un lieu où on peut échanger sur ces choses-là, parce que c'est pas facile. Donc nous, on avait travaillé pas mal sur la fin de la Première Guerre mondiale, qui n'est pas si facile enfin, qui est quelque chose qui reste aussi assez enfoui en Allemagne. Et c'est vrai, la première rencontre, on l'a fait entre les deux comités de jumelage sur les sites dans la Meuse, autour de Verdun, à Lossuère, enfin toutes ces choses-là. Et ça n'a pas soulevé immédiatement un grand enthousiasme de nos amis allemands. Mais il y a des pans communs de moi je suis alsacienne d'origine, donc toute cette partie entre 1870 et 1918 est extrêmement intéressante. Et les petits Français qui sont nés au-delà des Vosges ont très peu de connaissances de cette chose-là. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses, et puis effectivement, tous ceux qui sont sur les frontières avec l'ancienne DDR, toutes ces choses-là, je ne suis pas sûre que les petits Français soient très au fait de ce qui s'est passé. Mais on a les comités de jumelage, on peut travailler, enfin, la connaissance de l'histoire, c'est quand même quelque chose d'important pour comprendre l'actualité et le futur. Exactement, oui, oui. Aber ich glaube, die kleinen Franzosen wissen zumindest um ihre eigene Geschichte. Das ist ja schon mal was. Das ist in Deutschland ja nicht unbedingt der Fall. Ja, Geschichte wird mehr unterrichtet in Frankreich, in der Grundschule zum Beispiel, in der Grundschule, als in Deutschland. Ja. Okay. Und also zum Beispiel in Rayol bei jedem irgendwie Gedenktag gehen die Grundschüler mit ihrem Lehrer zur Stele oder zum Kriegsgräberding und singen die Marseillaise. Die wissen genau, was da war. Ja gut, die haben den Krieg auch nicht angefangen. Là, il est 19h, donc je vais vous donner un petit peu, moi, mes petites réflexions que j'avais faites par rapport au rôle des comités de jumelage et de ce qui... Voilà, vous allez voir, il y a des choses qui se recoupent sur les réflexions que vous avez déjà menées là maintenant. Et puis, on va vous donner aussi 2 exemples de projets qui ont été déposés au Fonds citoyen franco-allemand et pour voir un petit peu quel type de projet sur la démocratie il est possible, qu'il est possible de faire. Alors, attendez, je reviens sur mon... Voilà. Voilà, là c'est partagé, je pense. Donc voilà, donc moi, de ce que vous aviez dit, la promotion de la démocratie par le biais de la défense des droits fondamentaux et des valeurs. Donc là, vous avez parlé de la solidarité, donc tout à fait, vous êtes tout à fait là. Une expérience aussi pratique, ça vous n'avez pas évoqué ça, mais c'est une expérience pratique de la participation démocratique, parce que vous êtes une association,
Vous avez des statuts, vous avez un fonctionnement de l'association avec les légalités de chacun et vous développez un certain nombre de projets concrets. Donc, vous-même, vous fonctionnez de manière démocratique. Vous avez également la possibilité d'échanger en cas de changement de situation politique. Là, vous l'avez fait, par exemple, sur les questions historiques, sur les questions de commémoration, sur tout ça, ça peut aussi, comme vous l'avez vu, ça peut aussi basculer. L'histoire peut évoluer, peut changer. Donc, vous êtes aussi les premiers interlocuteurs avec lesquels la population peut se tourner en cas de problématique, en cas de problème. Vous pouvez être aussi à l'origine de nouvelles formes de coopération dans des situations politiques difficiles, comme ce qui s'est passé pour l'Ukraine, où il y a eu des comités qui se sont regroupés pour apporter des aides à l'Ukraine. Vous êtes la vie, vous vivez l'Europe des citoyens au quotidien dans vos activités. Vous devez régler aussi toutes les problématiques interculturelles qui fait que vous puissiez travailler les uns avec les autres avec des cultures différentes. Et puis, vous êtes les premiers, voilà, c'est bien vous qui démocratisez les relations franco-allemandes parce que tous les citoyens participent à la vie franco-allemande. Voilà pour les 10 idées, en fait, un petit peu pour peut-être approfondir un petit peu. Et Oui. puis, Il pourrait y avoir quelque chose sur le suivi de l'actualité dans les deux pays, quoi. Ça pourrait c'est être vrai. intéressant Oui, parce oui, que et ça peut susciter ensuite des discussions. tout à fait. Justement, sur les échanges, sur la situation politique dans chacun des pays, ça peut être aussi un élément en fait, que vous pouvez ajouter, bien entendu, dans vos comités. Donc là, vous avez dit d'actions concrètes. Donc, vous avez vu, vous aviez parlé des échanges de jeunes, vous avez parlé voilà, d'organisation de manifestations sur les questions historiques. Mais là, il y avait cette idée aussi du conseil municipal, une sorte de conseil municipal commun qui a été fait par la ville de Nancy et la ville de Karlsruhe en mars 2023. Donc, c'était un projet de catégorie 2 avec l'obtention d'une subvention donc, de moins de 10 000 euros. Donc, c'était lors d'un conseil municipal commun, les deux villes jumelées qui sont jumelées depuis 1955 ont échangé notamment sur les politiques publiques respectives, un peu comme vous disiez là sur les politiques écologiques. Là, c'était la question de l'égalité homme-femme, l'accueil des réfugiés, la cohésion sociale. Donc, c'était une quarantaine d'élus et de représentations de l'administration allemande qui se sont rendus à Nancy pour participer à la session du conseil municipal et pour visiter des structures et échanger avec les acteurs locaux. Donc, ça permet en fait de faire vivre le jumelage à toutes les échelles, améliorer la connaissance de la ville partenaire et puis faire émerger de nouveaux projets dans les communes. Donc, les résultats, c'était des liens renforcés et des participants enthousiastes qui ont pu monter en compétences concernant les structures administratives et politiques des villes jumelées, et voire même de leur propre ville, et imaginer de nouvelles coopérations, par exemple sur la réhabilitation de logements, la lutte contre les discriminations ou la mise en place d'une maison des femmes. Un autre projet, c'était comment, donc là, il n'y a pas de diapo, mais c'est comment fonctionne la démocratie française. Donc pareil, vous avez vu cette idée-là. Donc là, c'était une association allemande qui s'appelle Verein zur Förderung und Pflege europäischer Städtepartnerschaften Begegnungen. Et le comité de jumelage Saint-Jean-de-la-Ruelle. Donc là, c'était en octobre 2024 avec une catégorie 1, donc moins de 5 000 euros, donc à Saint-Jean-de-la-Ruelle et à Paris. Donc c'était un échange autour de la démocratie et la participation citoyenne qui permettait aussi aux visiteurs allemands de mieux comprendre le fonctionnement du système politique français
du niveau local au niveau national. Donc cette idée, vous l'avez également eue. Donc ça, c'est des choses que, voilà, que vous pouvez faire avec un atelier avec le maire et les adjoints pour explorer le rôle des collectivités locales, une visite du Sénat à Paris avec une rencontre avec un sénateur pour comprendre la séparation des pouvoirs, des rencontres avec des associations. Donc c'était pour approfondir la compréhension des modèles démocratiques français et allemands, afin de favoriser une meilleure coopération et réduire les incompréhensions entre citoyens des deux pays. Donc le résultat, c'est une expérience enrichissante qui a renforcé les liens entre les participants, suscité des réflexions et posé les bases d'échanges futurs sur d'autres thématiques. Donc voilà les deux exemples de projets. Alors voilà, donc je vais éteindre. Voilà, là c'est mon contact. Mais ce que je voulais, donc là je vais éteindre le partage. Ce que je voulais vous dire, c'est que le jumelage, c'est un outil de démocratie vivante. Ça permet de tisser des liens durables, hein, d'expérimenter la coopération, de rendre les relations binationales réelles, tangibles, concrètes, et que donc voilà, c'est maintenant à vous de jouer parce que le Fonds citoyen soutient les projets ayant un lien avec cette volonté de renforcer la démocratie. Donc, avec une vision quand même assez large de ce qu'est la démocratie, si on reprend la définition initiale que vous pouvez retrouver sur le site. Et donc, je vous invite, et je pense que mon collègue fera de même, à déposer des projets de démocratie, autour de la démocratie. Comme vous avez vu que c'était un enjeu non seulement local, avec des violences parfois à l'égard de vos élus, c'est un binational avec la montée des extrêmes, européen avec la montée d'un certain nombre de problématiques en Europe voilà, qui mettent en danger certaines de nos démocraties. Et puis dans le monde, là aussi également, là vous l'avez bien évoqué, donc vous en êtes bien conscient et voilà.